très beau générique, je ne l'avais pas vu. Donc vous avez pu voir différents projets. Donc, notre agence est spécialisée dans les expositions dites immersives. Bon, vous connaissez ce mot valise, où il faudrait trouver quelques synonymes pour être un peu plus précis à l'heure actuelle, mais on va dire comme ça. Je cherche toujours. Et je souhaitais vous présenter aujourd'hui, donc vous avez des expositions comme Titanic, on a fait David Bowie, on fait de l'art, on fait de la science, on fait de l'histoire. Et toujours se pose cette question de comment transmettre le contenu au public, qu'on soit dans des expositions historiques ou scientifiques. Et nous, on a un parti très clair d'une très grande exigence scientifique dans des dispositifs très, très fun. Donc le mélange des deux garantit le succès du projet, parce que du coup, on peut réunir dans la même salle un expert, un enfant, une famille, un scolaire. Tout le monde trouve de quoi s'intéresser. Donc je vais vous montrer un projet qui je trouve, exprime bien ce parti pris. C'est un projet qu'on a ouvert il y a à peine un an. C'est le musée océanographique de Monaco, que vous connaissez sûrement. Donc c'est de la science, c'est intéressant parce que c'est à la fois du patrimoine, de la prospective, de l'environnement, de la science, avec des personnages phares qu'on a dû mettre en scène. Donc Albert Ier, inventeur du musée et de l'océanographie, qui est un des personnages de l'exposition. Un volet sur Cousteau, qui a été aussi président du musée, et puis un autre niveau sur Albert II, qui a une fondation. Donc à travers ces trois personnages, on va parcourir le siècle jusqu'au XXIe siècle et les découvertes de la science océanographique. Vous pouvez utiliser la petite zapette en appuyant sur la flèche de droite. Ouais, voilà. Alors, c'est un projet qui exprime tout à fait ma démarche de scénographe, qui est à la fois très expressive et très respectueuse du patrimoine. Ça me semble essentiel quand on est dans un très beau musée que vous connaissez peut-être, qui est très très beau. Donc l'enjeu d'être scénographe, c'est qu'on part d'un programme scientifique que certains d'entre vous sont peut-être amenés à écrire, et on va l'interpréter formellement. Moi, je fais souvent des changements dans les programmes, je prends des risques, c'est des concours. Et là, par exemple, était demandé des espaces pour de l'audiovisuel, donc ça impliquait de cacher la lumière naturelle. Et ça, c'est un premier geste scénographique. J'ai voulu garder cette lumière naturelle qui est très belle pour le confort du visiteur. Et j'ai fait ce geste onirique de mettre un bateau au milieu de l'espace qui va nous servir de salle, en fait, pour présenter un film. Donc ce bateau, c'est à la fois une image, donc voilà, donc la médiation scientifique, on commence en scénographie par donner une image forte qui va donner un contexte étonnant aux visiteurs. Et cette exposition, je l'ai trouvée intéressante à vous présenter parce qu'il y a de l'objet, de la manipulation électromécanique, du dispositif multimédia, du film immersif, des théâtres optiques, des multi-écrans. Donc vous allez voir tout ça, il y a beaucoup d'images, on va passer un peu vite. Et je vais vous expliquer ce qui est intéressant. Donc voilà, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est la confrontation de tous les expos avec un accent circonflexe. Donc l'objet, ce que je vous disais, et tous les dispositifs numériques et interactifs. Là, vous voyez des maquettes de bateaux intégrées dans la coque de mon bateau. Vous voyez un laboratoire avec tous les objets scientifiques. Donc ça, c'est de la muséographie classique, on va dire. Tout ce qui est objet, mais qui garantit aussi un intérêt d'un certain public. Moi, je suis vraiment pour mélanger les dispositifs. Vous voyez d'autres manières de présenter les objets qui sont directement associés à des manipulations dont on parlera plus tard, qui sont juste à côté. Une manière précieuse de présenter les objets scientifiques, c'est très important. La présentation, le soclage des objets participe d'une sorte de médiation scientifique, c'est à peu près sûr. Et voilà, là, on rentre un peu dans du mélange d'audiovisuel, d'objets, de graphisme, tous les contenus présentés de manière dynamique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des théâtres optiques. Vous voyez là, Albert Ier, qui est un comédien qu'on a sollicité. On a réécrit des scénarios à partir de ces textes. On a fait 4 séquences et Albert Ier s'adresse aux visiteurs dans 4 séquences thématiques très intéressantes scientifiquement, très pointues, mais dans une adresse aux visiteurs. Ça permet d'être accessible aux enfants, aux familles, et en même temps, les experts scientifiques retrouvent des éléments scientifiques très pointus. Et on l'a inséré dans la collection d'objets. Parce que pour moi, l'objet, il faut se méfier quand même de l'objet scientifique qui peut être très poussiéreux. Donc moi, j'aime l'associer avec des dispositifs audiovisuels
l'audiovisuel, que ce soit des écrans transparents ou pour lui donner de la vie et faire parler l'objet. Vous voyez donc comment on mélange là des images vidéo avec le système de Paper-Ghost, qui est un système optique du début du XXe siècle qu'on utilise pas mal en scénographie. C'est l'hologramme à pas cher, on va dire. C'est Mélenchon, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est cette technique-là. Donc ça, je l'utilise souvent dans mes scénographies pour mettre des personnages. Et donc, on n'a pas peur de faire des fictions reconstitutions, de faire revivre des personnages dans l'exposition. Donc, vous voyez là la confrontation visiteur-personnage, échelle 1, avec un mélange aussi d'archives. Et Albert Ier nous raconte son exploration scientifique. On voit ces objets derrière, on l'insère dans des... Et j'ajoute aussi des dispositifs de décor audiovisuel. Vous voyez les hublots pour aussi l'immersion, comme si on est dans un bateau et on rencontre Albert Ier, devant des chronologies, des documents d'archives. Donc tout ça permet une visite très riche dans une exposition permanente. Il faut savoir, je parle vite parce que quand on n'a pas... Il faut savoir que les expositions permanentes, l'enjeu, c'est de faire revenir le public local. C'est ça qui est compliqué, c'est que le public local, une fois qu'il a vu l'exposition, il ne va pas forcément revenir s'il pense avoir tout vu. Donc moi, quand je fais des expositions permanentes, je fais des expositions complexes, riches, avec beaucoup de niveaux de lecture. C'est-à-dire que la première visite, on s'en prend un peu plein les yeux et on aura toujours de quoi redécouvrir aux visites suivantes. Je suis aussi très férue de poésie, de fantaisie, d'humour. Donc voilà, donc on a ce hublot numérique qui nous amène la dimension de voyage associée à des objets. Vous pouvez voir comment, sans ce hublot, on n'aurait pas du tout la même ambiance. Donc, moi, j'estime que c'est aussi de la médiation scientifique. La poésie et la science, il y a des relations très fortes qu'il faut mettre en valeur. La science comme poésie de l'exposition, enfin, il faut aussi chercher là-dedans. Et là, vous voyez toute une série de tables de manipulation. Je développe beaucoup, donc moi, je dessine beaucoup. Ça passe toujours par le dessin. Je suis designer de dispositifs interactifs, électromécanique aussi et multimédia. Et j'aime beaucoup faire des manips qu'on appelle hybrides. C'est-à-dire on déclenche avec de l'électromécanique. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour la science et en termes de médiation pour le public. Là, par exemple, c'est comment expliquer les sondeurs, les NAS. Qu'est-ce que le prince Albert Ier a découvert pour l'océanographie. Donc on fait la gestuelle, le geste, on fait tourner des manivelles au public qui déclenchent des films. Donc, ce qui permet de mettre beaucoup de contenu, c'est-à-dire qu'il y a une interrelation entre l'audiovisuel et la mécanique, et le fait de mettre des films permet d'être très pointu, à la fois fun, et de créer une interaction comme ça entre l'audiovisuel. C'est un système comme un jeu vidéo. En fait, le film, il fait comme ça, il est commandé par les dispositifs électromécaniques. Je fais aussi des faux microscopes avec de l'audiovisuel. On regarde dans des microscopes, mais c'est des films. On a fait une manip sur les courants marins. Albert Ier a découvert les courants marins en lançant des bouteilles à la mer. Donc c'est très poétique aussi, comme je vous dis. Pour moi, la science, c'est une vraie forme de poésie. Donc on a refait une manip sur tout ce contenu scientifique. Donc comment ne pas passer par un panneau en disant faire l'expérience que le visiteur, en fait, là, dans cette manip, il doit lancer sa bouteille comme ça en numérique. Et il comprend la démarche scientifique d'Albert Ier. Vous voyez là donc d'autres manipulations. Toutes ces manips électromécaniques là, parce qu'on sait très bien que le public il veut toujours tourner. Enfin, il y a des espèces de trucs pavloviens du visiteur d'appuyer sur des boutons, de tourner des manivelles. Donc moi, je le mets parce que ça lui fait plaisir. Mais après, on met du contenu, on fait pas que ça. Donc voilà. Des systèmes de diorama. Donc vous voyez un peu voilà, l'interrelation. Là, vous voyez tout à fait la manip. On est obligé de faire des trucs hyper costauds, soviétiques. Il faut que ça soit une horde d'adolescents enragés se mettre dessus. Donc ça, c'est l'enjeu. Et on a la difficulté du prototype, en fait, parce que tous ces éléments, c'est des choses qu'on invente. Donc il faut aussi les tester. Donc c'est dans les premières semaines, les premiers mois, qu'on voit ce qui a fonctionné. Là où ça doit casser, ça casse tout de suite et on améliore. Voilà. Donc ça, c'est à l'intérieur du bateau. Donc vous voyez, il y a un vrai contraste. Moi, j'aime beaucoup les contrastes dans les expositions entre le côté très sobre et très conceptuel du bateau. Et puis là, on rentre dans le vaisseau de Cousteau. Et donc, c'est un film 32 écrans en full 3D où on va descendre dans les abysses, on va remonter. Et c'est un passage, c'est aussi créer de l'étonnement
dans les expositions, dans les parcours d'expo, il faut toujours solliciter le visiteur, le remotiver, voilà, le re-intéresser à chaque contenu. Ça, c'est des petits détails de scénographie, mais qui m'intéressent. Là, on monte sur le bateau et on arrive sur le pont du bateau. Donc, vous voyez, l'intérêt de mon bateau, c'est que j'ai créé un plancher, du coup, et une surface d'exposition supplémentaire, tout en gardant l'intégrité du lieu. C'est très important. Vous avez vu dans le générique, j'ai fait aussi l'historial Jeanne d'Arc dans l'archevêché de Rouen, où j'ai eu la même démarche très respectueuse de l'architecture, parce que moi, je ne veux pas être la scénographe qui bousille l'archevêché de Rouen, par exemple, je respecte. Mais avec des gestes forts, ça n'empêche pas de faire des gestes forts scénographiques. Donc là, j'ai dédié le pont du bateau à un jeu collectif, un serious game. C'est une table qui fait 10 mètres de long avec des écrans tactiles. Et l'idée, c'est de pouvoir réunir toute une classe, parce que vraiment, toujours dans les parcours scénographiques, le public scolaire étant un public captif tout au long de l'année, il faut toujours penser à comment on va réunir la classe. Donc ce lieu-là, le pont, c'est idéal pour un prof en fin de visite, d'une part pour faire un peu le topo du parcours, et en plus il y a ce jeu collectif. Vous voyez, avec une sphère un peu dynamique. Et au bout de ce pont, enfin côté mer, le prince Albert II, pareil, on est allé le filmer, on l'a mis sur un écran transparent comme s'il était là. Toujours cette présence, au lieu voilà, que les personnages, il y a son aïeul en bas et lui il est là. Et sur un multi-écran comme ça, vertical, horizontal, il nous raconte les enjeux de sa fondation, les enjeux de l'océan, la préservation, tout le discours si important qu'on doit avoir sur les océans. Vous voyez, je vous ai mis ça aussi pour un objet complètement patrimonial qui est confronté à tous ces dispositifs numériques. Des manips aussi voilà, intégrées dans les vitrines du lieu. Et voilà. Et voilà. Merci Clémence Farel, scénographe, créatrice de la société de production Muséomaniac. On va pouvoir maintenant, mesdames et messieurs, avoir un petit échange. Il y a déjà des mains qui se lèvent, c'est génial. Avoir un petit échange, évidemment, avec vous. Moi, j'avais, juste avant de passer à la question de la salle, une question sur les relations que vous pourriez avoir éventuellement, ou plutôt, je reformule ma question, quel type de dialogue vous avez avec les chercheuses, les chercheurs, les gens qui sont les sachants relativement au sujet que vous traitez. Il y a des réunions de travail. Comment vous faites pour travailler avec eux? Qu'est-ce que vous leur demandez vraiment? De quoi avez-vous besoin pour construire ces scénographies? Eh bien, je leur demande, il y a évidemment des réunions de travail. J'ai travaillé avec beaucoup d'océanographes, de spécialistes de l'océan, qui étaient au sein du musée. Donc là, c'est un travail qui me passionne parce qu'en fait, il y a un échange entre le créatif et le scientifique. Et nous, on les embarque dans notre création, donc ils sont contents parce que ça change aussi un peu. Ça change, ouais. Et donc, il y a un vrai échange entre le contenu et le contenant. Et c'est eux qui, justement, qui garantissent la qualité du projet et qui font que par exemple, ils se prennent beaucoup au jeu, tous nos dispositifs, là que vous avez vu, hybrides de NAS, en fait, tout est scientifique, c'est-à-dire que quand les gradations de profondeur, c'est eux qui nous les ont données. La forme de la NAS, comment les poissons, tout ce qu'on a fait en animation, dès qu'on dessine des choses, on les sollicite. Donc, ils valident toutes nos productions artistiques et ils participent au scénario. Est-ce qu'il a pu vous arriver, sur cette exposition ou d'autres, de mettre de côté des éléments qui vous auraient été donnés, qui seraient fondés en sciences, mais qui esthétiquement ne présenteraient pas beaucoup d'intérêt? Et si oui, est-ce que vous avez eu parfois négocier, peut-être même discuter un peu âprement avec tout ou partie de ces chercheurs? Oui, parce que souvent, les chercheurs, ils veulent en mettre trop. Donc bon? Mais il ne s'agit pas d'être général. Moi, je ne suis pas du tout pour globaliser le discours. Je suis pour un discours pointu, mais parfois, il y a des choses qu'on met de côté. Mais je suis vraiment pour un discours pointu. Pas du tout pour je ne suis pas du tout pour donner une moyenne de contenu. Il faut être très exigeant. Et c'est vraiment la réussite du projet. Moi, je l'ai fait sur Titanic, où j'ai fait des contenus très compliqués. L'historienne Jeanne d'Arc et celui-là. Et plus on est exigeant, plus c'est réussi quand on fait des objets attractifs. Quand on fait des objets attractifs, ouais, on va y revenir justement à cette attractivité. Alors du coup, la question de la salle, pardon. Oui, allez-y. C'est une intervenante de ce matin, c'est Mariana. Bonjour. Bonjour. C'est Mariana de Sciences Vagabondes. Oui, je me demandais comment faites-vous pour distinguer entre ces dispositifs qui apportent vraiment
quelque chose au moment de l'apprentissage, et ce mécanisme qu'ils font pas, parce que moi j'adore aller dans des musées, et très souvent je me rends compte qu'il y a beaucoup de dispositifs pour toucher, pour interagir, des mécanismes d'interaction, mais qui en fait sont juste là pour Faire joli. faire joli. Exactement. Ouais. Comment vous faites pour pas que la forme prenne le dessus sur le Absolument. contenu? Eh ben, c'est ce que je disais, c'est en faisant des manipulations hybrides, c'est-à-dire où j'ai de l'audiovisuel aussi, parce que l'audiovisuel permet de mettre beaucoup de contenu. Donc en fait, il y a le truc, comme vous dites, et ce que je vous disais tout à l'heure, tout de suite une manivelle, on a envie de tourner, et ça c'est important d'être dans dans l'intuition du visiteur, mais du coup, celui qui voudra aller plus loin et être plus scientifique, il aura de quoi s'intéresser. On n'en reste pas à appuyer sur des boutons, à faire un truc. Mais par contre, je me rends compte, parce que moi j'apprends en faisant aussi, qu'il faut pas, parfois c'est trop compliqué, il faut que je simplifie aussi. Par exemple, j'ai fait un dispositif là à Monaco, qui est juste une boule transparente avec des plastiques qui tournent dedans pour parler des pollutions plastiques dans l'océan. C'est juste une boule avec un mécanisme. Et c'est une manip toute simple et qui est vachement bien, et qui est qui parle d'elle-même. En fait, il n'y a même pas de discours scientifique, mais ce geste fera sûrement que le visiteur va se souvenir des plastiques dans l'océan. Donc il y a il faut être à la fois très simple parfois, mais offrir toujours la possibilité de pouvoir s'enrichir, apprendre. Voilà, moi je suis partisan de cette méthode. Guillaume Desbrosses. Merci, bonjour. Yourself. Pour votre présentation, c'était passionnant. Je ne connaissais pas la totalité des formes de médiation, donc je trouve ça vraiment très intéressant. J'avais une question qui est pour moi essentielle, c'est la place du médiateur. La place du médiateur et de la personne physique, notamment dans les musées. Là, on voit que c'est beaucoup de possibilités de découvrir par soi-même en fait un contenu, avec des technos qui sont plutôt très intéressantes et assez emballantes. Est-ce que vous travaillez aussi sur cette interaction-là, c'est-à-dire la place du médiateur dans le cadre d'une animation, d'une visite, qui puisse utiliser ces outils-là, où il peut être complémentaire pour le coup, parce que j'ai toujours moi la crainte, en tout cas là je parle avec ma casquette de directeur d'un lieu de culture scientifique, où la médiation humaine est essentielle, que ces objets-là à terme aussi, et là je suis un peu caricatural et un peu, je m'en excuse, mais peuvent remplacer en fait le médiateur en se disant attendez, c'est beaucoup plus intéressant de voir un hologramme que de discuter avec le médiateur. Je suis un peu dans les caricatures, mais alors est-ce que vous mettez au chômage les médiateurs? Non, l'un n'exclut pas l'autre en fait. Vraiment, il faut compter sur les deux parce que c'est pas la même visite. Déjà, on est obligé en tant que, par exemple, Monaco, ils ont 1 million de visiteurs par an, donc on peut pas avoir beaucoup de musées. On ne peut pas avoir des visites avec des médiateurs, donc forcément ça doit marcher de manière individuelle. Et ce qui est intéressant avec le médiateur, nous on y pense tout le temps, vous voyez, j'ai parlé du médiateur, pouvoir se réunir, c'est de faire des parcours transversaux. C'est-à-dire qu'on met en place nos dispositifs permanents à découvrir sans médiateur. Et il y a toujours des seconds niveaux de lecture, troisième, on peut faire la visite enfant, on peut faire la visite scientifique. Et ça, on le travaille effectivement en amont avec les maîtres d'ouvrage, les clients, pour pouvoir comprendre. En fait, nous, on n'a pas cette mission, mais on a toujours systématiquement en face, dans les musées, le pôle de médiation avec qui on va discuter. Donc moi, je pense que vraiment, l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est vraiment intéressant d'avoir une expo qui marche nickel tout seul, c'est forcé, et qui prend un autre visage, un autre visage avec le la médiateur. présence de ces médiateurs. Et ça, les médiateurs, ils vont faire décoller l'expo, ils vont la faire vivre. C'est ce qui vous aide aussi à donner différents niveaux de lecture à votre exposition, voilà. C'est ça? Exactement, parce que du coup, ils vont faire voir des choses qu'on n'aurait pas vues tout seul. Ils vont trouver dans un lien entre chaque section que le visiteur n'aurait pas fait parce qu'il est à la découverte, il découvre. Donc moi je pense que c'est vraiment bien d'avoir les deux, quoi. Est-ce qu'on a un exemple de super réussite de dispositif, toujours en restant dans ce que vous venez de nous montrer, d'une partie de l'expo qui aurait vraiment très très bien marché alors que ce n'était pas forcément attendu? Vous voyez s'agglutiner plein de gens, jouer ou manipuler ou intervenir beaucoup. Et puis au contraire, à l'inverse, voir une partie du lieu désert ou pas très utilisé, ce qui est un peu décevant au regard de l'implication que vous avez pu y pousser en termes y donner en termes de scénographie. Vous voyez ma question? Est-ce que des fois on est bien raccord par rapport aux attentes? Alors là, j'ai pas eu tous les retours d'expérience de Monaco, ça a ouvert en août dernier. C'est encore un peu récent. Bon, c'est un gros succès, tout le monde aime. Par contre, je peux vous dire ça sur une autre expo.
permanente que j'ai fait sur le Titanic à Cherbourg, Ouais. où j'ai créé, là j'ai fait une expo très compliquée, justement, dans mon délire. Vous allez revenir parce que vous n'avez pas compris tout. J'ai fait un scénario de l'exposition sur 30 minutes où j'ai condensé le temps historique en 30 minutes et synchronisé tous les audiovisuels de l'exposition comme si on faisait le voyage. Et j'ai fait un film de 20 mètres qui est juste l'horizon, donc le bateau qui avance, il y a juste l'horizon et des citations. Et j'ai dit à mon client pendant tout le projet, parce que l'espace n'est pas immense, personne ne va rester, c'est un film chiant, c'est du décor, c'est de la citation. Et en fait, les gens, ils restent 30 minutes devant, comme quand on est dans un bateau. Donc ça m'a fasciné. C'est un succès un peu inattendu, quoi. Ah, mais complètement inattendu, parce qu'il n'y a que l'horizon, quoi, en fait, et des citations. Donc comme quoi, le texte, moi je suis pour le texte, hein, il faut le texte bien choisi, je suis pour la citation. Je ne suis pas pour le texte, je suis pour la citation, parce que la citation permet aux scolaires de s'enrichir culturellement, d'avoir des auteurs, et ça permet de nous pas dire des choses, de les faire dire par d'autres. Donc dans Titanic, on a du Hannah Arendt, on a du Lao Tzu, celui qui a inventé le navire a inventé le naufrage. C'est la première citation de... Donc voilà, donc ça c'est exactement ce que vous dites. Dans la gestion de la complexité de ces expositions, ça sera peut-être une des dernières questions que je vais vous poser. Si vous en avez une dernière à poser à Clémence Farel, profitez-en. Dans la gestion de la complexité, puisque vous le disiez, il faut dire beaucoup de choses, il y a le niveau de lecture. Comment vous faites le tri ? Comment vous faites pour finalement arriver à ne pas garder une super idée que vous aviez trouvée en réunion de travail avec des chercheuses, des chercheurs, mais finalement, on ne peut pas la garder parce qu'on ne peut pas tout garder. Quelle est votre ligne de directrice à ce sujet ? Alors, la super idée, je la garde toujours, déjà. Enfin, je me débrouille. Et après, il y a des deuils dans les projets. Il faut faire des choix, effectivement, mais c'est des choix qui s'imposent. C'est-à-dire que je n'abandonnerai jamais une idée qui vous semble tenir... Ah ouais. Non, ouais. je me débrouillerai pour pouvoir l'intégrer. Mais effectivement, il y a des moments où je dois surtout expliquer, parce que moi, j'ai déjà fait le chemin à mes clients. Enfin, pourquoi ça fait sens à ce moment-là ? Voilà, pourquoi il faut qu'on enlève ça, pourquoi Vous trouvez des points de connexion avec le terme de storytelling qu'on a utilisé beaucoup ce matin ? On a beaucoup parlé ce matin de raconter des histoires de science pour faire venir ou accompagner des personnes sur des sujets de recherche. Est-ce que ce terme de storytelling, vous le reprenez aussi à votre compte ? Est-ce que vous pensez que c'est une manière de réussir une exposition immersive, ou est-ce que c'est méta par rapport à vos problématiques ? Non, je suis complètement d'accord. Moi, j'appelle ça le scénario. Enfin, mais oui, c'est complètement. Là, c'est ce qu'on a fait. Au lieu de faire un panneau, Albert Ier était le nani nanana, eh ben, il raconte son histoire. Et donc, moi, j'appelle ça scénarisation. Enfin, je sais pas. J'appelle pas ça storytelling parce que c'est pas les mots de la muséographie, mais je suis complètement. Ça vous parle quand même un petit peu. Ça me parle complètement. Une dernière question à Clémence Farel. Non ? Alors, il nous reste à vous applaudir bien fort et à vous remercier d'avoir été là. Je vous reprends le micro.